La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Vous avez tous entendu parler du grand télescope spatial James Webb, le JWST selon le sigle anglais, qui a été lancé dans l'espace par une fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane, le 25 décembre 2021. C'était le jour de Noël, mais ce n'était pas volontaire a priori, c'était plutôt une coïncidence. Le jour a été choisi parce qu'il correspondait à une bonne fenêtre de tir, comme on dit dans le jargon spatial. Il est intéressant d'insister un peu sur le fait que c'est une fusée française qui a été choisie pour lancer ce projet international. On peut féliciter les chercheurs et les ingénieurs français du domaine spatial pour ce succès. Et puis, le succès continue, avec le lancement réussi le 14 avril 2023 de la sonde spatiale JUICE, partie vers Jupiter. Nous y reviendrons bientôt, avec une émission particulière sur ce sujet. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi l'un des spécialistes internationaux du JWST, Olivier Bernet, qui fait partie des rares chercheurs à avoir accès aux premières données du télescope en avant-première, si on peut dire. Olivier est toulousain d'adoption depuis presque 20 ans. Il a effectué des études spécialisées en astrophysique à l'université de Toulouse, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur de l'école des mines de Nantes. Il a ensuite passé quelque temps à Madrid, puis à Leiden, avant de revenir à Toulouse, où il est à présent directeur de recherche. Bonjour Olivier. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques à quel endroit dans l'espace se trouve ce grand télescope spatial, et aussi ses caractéristiques, ses dimensions, sa structure. Tu nous diras ensuite quelles sont tes observations particulières et pourquoi tu fais partie des gens qui ont un accès prioritaire au télescope, avant la communauté générale internationale. Alors d'abord, il se trouve où, ce télescope ? Alors, il se trouve très loin de nous, à 1,5 million de kilomètres, à un endroit qu'on appelle le point de Lagrange. En fait, il y a plusieurs points de Lagrange dans le système solaire. Là, c'est le point de Lagrange numéro 2. Il est situé au-delà de l'orbite de la Lune, et ce point est particulier parce que quand on s'y trouve, la force d'attraction gravitationnelle qu'on ressent du Soleil et de la Terre est parfaitement compensée par la force d'accélération centrifuge. L'accélération centrifuge, c'est ce qu'on ressent, si vous voulez, quand on est sur un tourniquet qui tourne très vite, ça nous pousse vers l'extérieur. Donc au point de Lagrange numéro 2, la gravitation, la force d'attraction gravitationnelle et cette force centrifuge se compensent, et donc c'est comme si on ne ressentait rien, on peut être à cet endroit parfaitement à l'équilibre. Donc James Webb, il est mis à cet endroit, et en réalité ce point lui-même n'est pas fixe, ce point tourne autour du Soleil en même temps que la Terre, et donc James Webb effectue en même temps que la Terre un tour complet du Soleil sur une durée d'1 an. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours la Terre entre le Soleil et lui, quoi, c'est ça. Oui, il y a toujours la Terre et le Soleil, la Terre qui est entre lui et le Soleil, et donc finalement, à l'endroit où il est, lui, il voit une éclipse de Soleil quasiment permanente. Et alors, en fait, les gens sont interpellés quand ils voient des images de ce télescope parce qu'il n'a pas de tube. Et en général, les télescopes ont un tube. Donc là, il n'a pas du tube, mais il a un écran. Il a un écran protecteur pour se protéger de la lumière du soleil. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les télescopes, ceux qu'on utilise, par exemple, pour faire des observations dans son jardin, ils ont un tube. Le télescope Hubble avait lui aussi un tube. Alors, on appelle ça un baffle dans le jargon technique. Et James Webb n'a pas de baffle. James Webb a des écrans qui sont déployables et qui lui permettent de se protéger, en particulier du rayonnement du soleil. Alors, la raison pour laquelle on n'a pas mis de baffle, c'est tout simplement une question de dimension. Le télescope spatial James Webb est le plus grand télescope qui n'ait jamais été envoyé dans l'espace. Il a un diamètre de 6,5 mètres. Or, une fusée Ariane, qui est la fusée, comme tu l'as rappelé, qui a lancé ce télescope, a une coiffe qui fait un diamètre de 5 mètres. Donc on voit que le télescope est plus grand. Et l'astuce qui a été utilisée par les ingénieurs, c'est de concevoir un télescope qui est pliable, et donc qui était complètement replié à l'intérieur de la coiffe de la fusée Ariane 5 au moment du lancement. Et ensuite, le télescope s'est complètement déployé quand il arrivait au point de Lagrange dont on vient de parler.
Et c'était trop compliqué d'imaginer un tube qui soit pliable. Ça, on ne voyait pas comment faire. Et donc, plutôt qu'un tube, on a mis ces écrans qui fonctionnent un peu comme un parasol. Et en plus, il n'avait pas besoin d'être protégé de la lumière de tous les côtés, parce que en fait, là, il n'a pas de lumière dans l'espace, sauf celle qui vient du Soleil, qui est très directionnelle, justement. Exactement, il y a essentiellement la lumière qui vient du Soleil, un peu de lumière qui vient aussi de la Terre, en particulier un signal infrarouge, on en reparlera peut-être. Et donc, il peut simplement, en mettant un écran, finalement se protéger complètement de la lumière. Et lui, du côté où il se trouve, côté ombre, eh bien, il voit une nuit permanente. Alors, en revanche, il y avait quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas complètement anticipé, c'est que les baffles, ils ont aussi une autre propriété, c'est qu'ils permettent de protéger des micrométéorites. Et au tout début des opérations de James Webb, au mois de juin de l'année dernière, au mois de mai-juin, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait plus d'impact de micrométéorites que ce qu'on imaginait. Et en particulier, il y a eu un événement qui a vraiment fait sursauter les équipes scientifiques, dans lequel il y a eu une assez grosse micrométéorite qui a tapé, et on a commencé à s'inquiéter. Alors en réalité, ça n'a pas endommagé le miroir de manière significative. Néanmoins, la NASA a décidé de mettre en place des stratégies pour éviter ces impacts de micrométéorites. En fait, ces météorites, elles n'arrivent pas de toutes les directions, elles ont des directions privilégiées, un petit peu comme une averse de pluie qui viendrait du ciel dans une direction un peu privilégiée. Et puis l'autre aspect, c'est qu'elles n'ont pas lieu à toutes les époques de l'année, elles ont lieu à des époques particulières. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'éviter ces averses de météorites. En tout cas, on essaie de tourner le télescope dans une direction pour qu'il fasse dos à cette pluie de météorites. Et on peut faire quand même des observations pendant ce temps-là ? Alors oui, on peut faire des observations, mais c'est une contrainte supplémentaire parce que du coup, on ne peut pas regarder tout le ciel. On peut regarder seulement certaines parties qui sont dans les directions opposées à la direction des averses de micrométéorites. Et ce télescope, il n'observe pas le ciel dans le rayonnement visible, comme le fait le télescope Hubble. C'est plutôt dans l'infrarouge. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Quel était l'intérêt de faire un télescope qui observe dans l'infrarouge ? Oui, alors ça, c'est lié à deux propriétés fondamentales de la physique. La première propriété, bien, c'est que quand on fait de l'astronomie, très souvent, ce qu'on observe, c'est la lumière. Et donc les télescopes sont des entonnoirs à lumière, et donc on essaye de récupérer un signal lumineux qui nous vient des astres. L'autre chose qui est importante, c'est que l'univers est en expansion. Et en fait, plus on observe un objet qui est lointain, plus en fait il s'éloigne de nous à une vitesse qui est importante en raison de cette expansion de l'univers. Et cette expansion, elle a un effet sur le signal lumineux qu'on reçoit d'une galaxie qui est très lointaine et qui s'éloigne de nous très vite. Le signal lumineux, il est rougi. Et en fait, plus une galaxie est lointaine, plus le signal lumineux qu'on va recevoir de cette galaxie est rouge. Et il devient tellement rouge pour les galaxies les plus lointaines de l'univers qu'il sort du spectre visible, de ce qu'on peut voir avec nos yeux, et que c'est plus rouge que rouge, c'est dans ce qu'on appelle l'infrarouge. L'infrarouge, c'est une lumière qui est encore plus rouge que le rouge et qu'on n'arrive pas à détecter avec nos yeux, mais les instruments du télescope James Webb, eux, arrivent à le détecter. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le miroir est doré, le miroir de James Webb est doré, parce qu'il est recouvert d'une très fine couche d'or, qui est un métal qui réfléchit très bien la lumière infrarouge. Et je crois que le miroir lui-même, en dessous de la couche d'or, il est un beryllium, je crois. Oui, c'est un alliage qui est très léger. Et donc ça, évidemment, quand on fait du spatial, on aime bien on puisse de pouvoir faire des choses les plus légères possibles, parce qu'évidemment, il faut s'arracher de l'attraction terrestre. Et donc, plus vous faites quelque chose de massif, plus ça va être difficile. En fait, le télescope spatial James Webb est assez lourd. Il fait, je crois, 4 tonnes. Mais c'est quand même plus léger que le télescope spatial Hubble, alors que le télescope est plus grand. Donc ça veut dire qu'on a quand même fait des progrès sur l'allègement, finalement, des matériaux qu'on utilise pour construire un miroir sur un télescope spatial. Donc la première idée importante, c'était d'observer les galaxies les plus lointaines de l'univers en infrarouge.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le moteur scientifique de la mission James Webb et on commence à avoir des résultats sur ces galaxies très lointaines. Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont plus lumineuses, bien plus lumineuses que ce qu'on imaginait. Et pour le moment, on ne comprend pas encore exactement pourquoi ces premières galaxies de l'univers sont vraiment aussi lumineuses que cela. Et ça défie la plupart des modèles actuels d'évolution des galaxies dans l'univers. Eh bien, c'est un premier grand résultat obtenu avec le JWST qui pose de nouvelles questions. Mais si on en revient à ta propre implication dans l'utilisation du JWST, je crois qu'elle se situe dans un autre domaine, celui de la formation des systèmes planétaires. Il faut peut-être rappeler que de très nombreuses étoiles ont des systèmes planétaires qui tournent autour d'elles, que le Soleil et le système solaire ne sont pas du tout uniques en leur genre. On sait que ces systèmes planétaires se forment dans des nébuleuses, comme la nébuleuse d'Orion, qui est bien connue des astronomes amateurs car elle se situe au beau milieu de la constellation du même nom. C'est un grand trapèze avec l'étoile supergéante Bételgeuse dans l'un de ses angles. La nébuleuse d'Orion est un berceau de nouveaux systèmes planétaires. Ce sont des étoiles en formation, avec autour un disque de gaz et de poussière qui donnera plus tard naissance à des planètes. Et il se trouve que ce gaz et ces poussières rayonnent en infrarouge, d'où l'intérêt du JWST pour les observer en grand détail. Je sais que toi et ton équipe avez fait de grandes découvertes sur ce sujet. Des découvertes qui permettent de mieux comprendre comment les systèmes planétaires se forment et comment ils interagissent avec leur environnement au moment de leur formation. C'est aussi un pas de plus dans la compréhension de notre propre système solaire. Nous en parlerons bientôt dans une autre émission, mais pas la semaine prochaine, car il se trouve que vous avez 2 articles sous presse dans 2 revues internationales, et vous devez attendre leur publication pour avoir le droit d'en parler en détail. Je crois que ça vaut la peine de rester un peu en haleine. À bientôt donc, Olivier, et bonne continuation d'ici là.